Les armes et équipements militaires ont beaucoup changé au fil des ans. Dans la Corée du XVe siècle, le personnel militaire préférait un lance-roquettes multiple et un canon à orgue, connu sous le nom de hwasha ou hwasha. Le lance-roquettes pouvait tirer 1 ou 200 flèches propulsées par des roquettes, tandis que le canon à orgue pouvait tirer plusieurs dizaines de flèches à tête de fer à partir de canons de fusil. Si vous avez vu le hwasha dans votre région, il était temps de courir. L'arme a été conçue pour causer des dommages, et vous ne vouliez pas être situé n'importe où près de sa cible. Utilisé dans la défense de la péninsule coréenne contre les Japonais, le hwasha était principalement utile vers la fin du XVe siècle. De nombreux historiens d'Asie de l'Est pensent que l'arme technologique a été un dispositif d'aide crucial pendant la guerre. Qu'est-ce qui était impliqué dans l'arme? Comment a-t-il été utilisé? Vous pouvez voir des hwasha aujourd'hui dans les musées et les parcs nationaux coréens, mais vous voudrez peut-être en savoir plus sur leur utilisation avant de faire votre visite. L'essence du hwasha. Les historiens pensent que le hwasha a été inventé environ 200 ans avant sa première mise en œuvre en Corée au XVe siècle. On ne sait pas exactement le jour où l'arme a été inventée pour la première fois, mais le hwasha a probablement été développé à peu près au même moment où la poudre à canon a été fabriquée pour la première fois en Corée, environ au XIVe siècle. Les gens peuvent créditer Cho Muson d'avoir d'abord développé une version de la poudre à canon. Il, avec son fils, Aizan Muson, a fait progresser la production de poudre à canon, et d'autres personnes feraient de leur mieux pour reproduire leurs efforts. On pense que le hwasha était à l'origine utilisé comme arme défensive. Au milieu du XVe siècle, pendant la dynastie Joseon, l'arme était fabriquée en vrac par le roi Minjong afin que la Corée puisse protéger ses défenses frontalières contre l'armée japonaise adverse. Le roi Minjong a ordonné que l'arme soit avancée pour tirer 200 projectiles à la fois. Il souhaitait également que les munitions soient améliorées. Tout ce qu'il voulait, il a été livré. Le hwasha a considérablement changé la façon dont les combattants militaires et les guerriers menaient leur bataille. C'était l'un des premiers lance-roquettes, composé d'un chariot à 2 roues monté sur une planche avec plusieurs trous creusés dans la planche. Les trous étaient remplis de Sinogi-Jon, des flèches mécaniques d'environ 1,1 mètre de long qui étaient propulsées par un tube en papier rempli de poudre à canon et attaché à la tige de chaque flèche. Le Sinogi-Jon était la première forme de fusée. Une fois lancé, il pouvait parcourir jusqu'à 2000 mètres, soit plus d'1 mile. C'était juste le XVe siècle. Il est peut-être difficile de croire qu'il existait une arme de ce type au XVe siècle, mais les Coréens étaient très habiles. Vous ne voudriez pas sous-estimer leur talent. Ils ont accompli la grandeur, même si la plupart d'entre nous n'ont jamais entendu parler du hwasha. Mais vous avez probablement vu un appareil plus moderne qui ressemble à l'ancienne arme de guerre. Les ingénieurs ont conçu les hwasha pour qu'ils soient différents de toutes les autres armes que vous avez pu voir, en particulier les canons et les mortiers utilisés dans la guerre occidentale au Moyen Âge et au XVIe siècle. Ces armes avaient besoin de lourdes boules de fer, mais pas de hwasha. Les ingénieurs ont conçu les projectiles de classe Sinogi-Jon, petites flèches, spécifiquement pour les hwasha, et leur conception mince et légère a rendu les hwasha des armes efficaces et facilement maniables. Aussi merveilleux que cette conception puisse sembler, les ingénieurs ont encore rencontré plusieurs défis avec l'arme. La trajectoire était assez plate et les opérateurs devaient augmenter l'élévation tout en tirant avec l'arme pour maximiser sa portée. Les conditions météorologiques difficiles, notamment le vent, l'humidité et la pluie, ont limité la distance de frappe de l'arme à environ 100 mètres. En 1592, la Corée se sentait intensément menacée par les Japonais. Les forces japonaises opposées ont envahi le pays, lancées par le grand guerrier japonais Toyotomi Hideyoshi. Il voulait conquérir la péninsule coréenne avant d'envahir la Chine. À ce stade, la Corée se sentait presque sans défense contre ces attaques violentes pendant ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de guerre Ingin, qui ont duré de 1592 à 1598. Le Japon a occupé la péninsule coréenne et a capturé plusieurs villes et forteresses. Il semblait que la Corée ne pouvait rien faire pour avoir une chance contre les puissantes forces japonaises. Cependant, c'est à ce moment-là que l'armée a décidé que les hwasha seraient leur meilleur outil pour défendre leur pays contre les invasions. Les hwasha ont été placés dans des forteresses et des citadelles, et les chefs militaires ont reconnu l'arme comme une forme de défense nationale contre les raiders japonais. L'arme était incroyablement précieuse et puissante dans les batailles, y compris dans la célèbre bataille de Haeinju.
La plus grande victoire de la Corée. Le Japon a dominé les Caringiens, capturant la péninsule coréenne. Cependant, l'une des plus grandes victoires de la Corée pendant la guerre fut la bataille de Haeinju le 12 février 1593. Les historiens ont rapporté que la bataille impliquait 3000 soldats coréens, qui ont défendu une forteresse au sommet d'une colline contre 30 000 soldats japonais. En regardant ces chiffres, il semble que les Coréens auraient été incapables de vaincre les Japonais. Mais malgré ces chances, les Coréens ont été victorieux et ont porté un coup dur au moral des Japonais, grâce à l'utilisation de hwacha. Les soldats coréens ont utilisé 40 hwacha montés sur les murs extérieurs de leur forteresse. Les Japonais ont essayé d'attaquer la forteresse à 9 reprises, mais ils ont été incapables de vaincre les Coréens et leurs hwacha. Ce fut une victoire pour les Coréens. Avantage du hwacha. Les hwacha tiraient des flèches fines et légères, ce qui en faisait une arme de siège facile à manœuvrer. Un barrage de flèches du hwacha peut complètement et facilement transpercer un soldat en armure et bouclier complet. En raison du grand nombre de flèches tirées par les hwacha et des dégâts étendus de son attaque, une formation dense présentait une cible idéale pour les hwacha. Retraite de la hwacha. Il ne faisait aucun doute que le hwacha était une arme de guerre importante pour les Coréens. Il a aidé à protéger le pays et a été utilisé de manière offensive dans les attaques meurtrières et dans la guerre navale lors des grandes batailles des Caringiens. Mais l'arme ne pouvait pas être utilisée indéfiniment. L'appareil est finalement devenu obsolète en raison de l'utilisation d'autres machines de guerre. Cependant, le hwacha est toujours considéré comme l'une des armes militaires les plus importantes de l'histoire coréenne. Il est présent dans la culture populaire, principalement parce qu'il a aidé la Corée pendant la bataille de Haeinju. Le hwacha a parfois été assemblé et testé dans les temps modernes, notamment dans un épisode de 2008 du programme de divertissement scientifique populaire, Mythbusters. Les Mythbusters Adam Savage et Jamie Hyneman ont testé le lance-roquettes en 3 parties. Cela a confirmé le mythe supposé que le hwacha pouvait réellement lancer et tirer 200 flèches à la fois. Il peut sembler impossible qu'un appareil du XVe siècle puisse fonctionner comme ça, mais ce n'est pas parce qu'il a été créé dans l'Antiquité que les Coréens étaient incapables d'accomplir la grandeur. Peut-être n'avez-vous jamais entendu parler du hwacha auparavant. C'est bon. Il existe de nombreuses autres armes de guerre militaires qui sont inconnues dans la culture populaire. On dirait qu'ils étaient des accessoires sur Game of Thrones, mais croyez-nous, ils étaient réels et ils ont aidé les soldats à combattre dans certaines de leurs batailles les plus cruciales. Par exemple, la Chine ancienne utilisait des lance-flammes, ou lances à incendie, au Xe siècle. Les lances étaient attachées à des tubes de bambou qui pouvaient tirer une rafale de flammes à quelques mètres. Certains ont été ajustés pour tirer des plombs, tandis que d'autres pouvaient libérer une rafale de gaz toxique et de flèches. Les anciens empires grecs et romains préféraient une arbalète géante, connue sous le nom d'arc arcuballista. Les bras de l'arc ne se sont pas pliés comme une arbalète normale. Au lieu de cela, il s'agissait de poutres en bois massif montées entre des écheveaux de cordes torsadées. Lorsqu'un soldat tournait un levier, les extrémités des bras tournaient vers l'arrière de l'appareil, tordant les cordes pour créer suffisamment de force pour causer de graves dommages. Les Chinois ont perfectionné cet appareil pendant la dynastie Tang, en ajoutant 3 arcs. Cela a augmenté la puissance, faisant tirer un boulon de fer à la baliste jusqu'à 1100 mètres de distance, sur 3/4 de maille. Les armes militaires ont évolué au fil du temps. Il est important que les historiens de la guerre étudient ces appareils anciens afin de savoir ce qui a fonctionné dans le passé. Qui sait? Peut-être que le hwacha pourrait encore être influent dans les opérations militaires d'aujourd'hui.